Les chroniques de l'invisible, épisode 3. Peut-on parler de l'handicap invisible sans parler de la douleur chronique? Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'invisible. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question simple en apparence, mais essentielle. Peut-on parler de l'handicap invisible sans parler de la douleur chronique? Et ma réponse, vous la devinez peut-être déjà, c'est non. Ou en tout cas, pas vraiment, pas honnêtement, pas complètement. Parce que derrière ce que l'on ne voit pas, il y a souvent un combat silencieux. Derrière les sourires, derrière les ça va, derrière les personnes qui continuent à avancer, à travailler, à s'occuper des autres, à faire semblant, parfois que tout va bien, et bien en fait, il y a un corps qui fatigue. Il y a une douleur qui revient. Il y a une tension permanente entre ce qu'on montre et ce qu'on vit. Et c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Pas seulement de maladie, pas seulement de souffrance, mais de ce que signifie vivre avec un handicap qui ne se voit pas et dont la douleur chronique est souvent en fait le cœur invisible. Première partie, ce qu'on ne voit pas. Le handicap invisible porte bien son nom. Il ne se montre pas toujours au premier regard, il ne se lit pas forcément sur un visage, il ne devine, il ne se devine pas dans une démarche, et pourtant, il est bien là. C'est peut-être ce qui le rend si difficile à expliquer en fait. Parce que dans notre société, on croit souvent que ce qu'on ne voit pas n'existe pas vraiment. Ou alors, pas suffisamment pour justifier une difficulté, une adaptation, un ralentissement, un besoin d'aide. Et c'est là que commence une grande solitude. Cette solitude de devoir se justifier, de devoir prouver, de devoir expliquer encore et encore que non. Ce n'est pas de la paresse. Que non, ce n'est pas dans la tête, au sens où les autres l'entendent, bien sûr, hein. Que non, ce n'est pas juste une mauvaise journée. Que non, ce n'est pas passager pour tout le monde. Le handicap invisible peut prendre des formes très différentes. Il peut concerner des troubles neurologiques, des maladies chroniques, des troubles cognitifs, des troubles sensoriels, des pathologies inflammatoires, des souffrances articulaires, des douleurs diffuses, des effets secondaires de traitement. Et ça, c'est important à savoir. Des traitements donnent des douleurs, des troubles de l'équilibre, de la concentration, de l'endurance. Et bien souvent, il se traduit aussi par une chose que tout le monde connaît, mais que tout le monde sous-estime, la douleur, notre fameuse douleur chronique. Deuxième partie, justement, la douleur chronique. La douleur chronique, ce n'est pas une douleur forte seulement. Ce n'est pas une douleur qui crie forcément. C'est une douleur qui s'installe, qui revient, qui use, qui vide. Elle peut être continue ou par vague. Elle peut être diffuse, localisée, lancinante, brûlante, diffuse, profonde, imprévisible. Parfois, elle est là dès le réveil. Parfois, elle augmente au fil de la journée. Parfois, elle oblige à renoncer. Parfois, elle n'empêche pas de faire. Mais en fait, elle transforme tout ce qu'on fait en effort. Et c'est cela que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On peut encore marcher, parler, travailler, rire, sortir, répondre à un message, tout en souffrant. Le fait de fonctionner ne veut pas dire aller bien. Le fait d'être debout ne veut pas dire être disponible. Le fait de sourire ne veut pas dire être en paix. La douleur chronique oblige à composer en permanence. Composer avec son énergie, composer avec ses limites, composer avec ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on ne pourra peut-être pas faire demain. Composer avec l'incertitude. Composer avec cette question épuisante. Est-ce que j'aurai assez de force? Et là, on touche à quelque chose de central. La douleur chronique n'est pas seulement une sensation physique, c'est aussi une expérience de vie. Elle modifie le rapport au temps, au corps, au travail, à la famille, à l'intimité, au projet, et à l'image aussi qu'on a de soi. Troisième partie, l'incompréhension. Ah, cette fameuse incompréhension. L'une des choses les plus lourdes à porter quand on vit avec un handicap invisible et une douleur chronique,
ce n'est pas seulement la douleur en elle-même, c'est l'incompréhension autour. Les autres voient une personne qui a l'air normale. Et comme elle a l'air normale, ils supposent qu'elle va bien, ou qu'elle pourrait faire plus, ou alors qu'elle exagère, ou alors franchement qu'elle manque de volonté. Et alors arrivent les phrases qui blessent. Tu as l'air en forme, mais tu n'as pas l'air malade. Il faudrait peut-être te bouger un peu plus, hein. Tu es sûr que c'est si grave? Tu devrais penser à autre chose. De toute façon, c'est dans ta tête. Oh, puis arrête, tout le monde a mal parfois. Ces phrases, parfois dites sans méchanceté, hein, peuvent avoir un effet terrible, parce qu'elles invalident l'expérience vécue. Elles disent, en creux, ce que tu ressens n'est pas crédible. Et quand on souffre déjà, devoir en plus défendre sa réalité devient alors une souffrance supplémentaire. Puis il y a aussi cette fatigue de l'explication. Expliquer à la famille, et expliquer aux amis, et expliquer au travail, et expliquer au médecin parfois quand il va l'écouter, et expliquer à des personnes qui n'ont pas le même vécu, ni le même seuil de compréhension. À force, du coup, beaucoup de personnes se taisent, ou alors vont minimiser, ou apprennent à faire semblant. Et ce silence, lui aussi, fait partie du handicap invisible. Quatrième partie, vivre entre deux mondes. Quand on vit avec un handicap invisible, on vit souvent entre deux mondes. Dans le premier monde, on essaie de tenir une place sociale ordinaire. On répond, on organise, on avance, on respecte les horaires, on explique peu, on compense beaucoup par contre. On donne l'impression que tout va, à peu près. Mais dans le second monde, là, il y a la réalité intime, la fatigue, la douleur, les adaptations invisibles, les stratégies pour économiser son corps, les annulations, les récupérations, les journées passées à payer le prix d'une journée trop chargée. Ce décalage, il est très usant, parce qu'il oblige à vivre avec une double lecture de soi-même. À l'extérieur, waouh, cool, une personne qui assure. À l'intérieur, une personne qui lutte. Et cette lutte n'est pas toujours héroïque. Parfois, elle est banale. Parfois, elle consiste juste à se lever, à se doucher, à faire les courses, à répondre, il y a un message, répondre au massage, à ne pas se sentir coupable, mais d'avoir besoin de repos. Il faut dire les choses clairement. Vivre avec une douleur chronique, ce n'est pas manquer de courage. Imprimez-le dans vos cerveaux. C'est souvent en demander énormément, jour après jour, pour des gestes que d'autres font sans y penser. Mais nous sommes obligés d'y penser, d'anticiper. Cinquième partie, on va parler de la culpabilité. Et ça, beaucoup de patients douloureux chroniques, de personnes douloureuses chroniques, culpabilisent. La culpabilité est très fréquente dans ces parcours. Culpabilité de ne pas en faire assez. Culpabilité de ralentir les autres. Culpabilité de dire non. Culpabilité de devoir annuler. Culpabilité de ne pas être aussi disponible qu'avant. Culpabilité de ne pas correspondre à l'image qu'on voudrait donner. Cette culpabilité peut être renforcée par le regard extérieur, mais elle vient aussi parfois de l'intérieur. Parce qu'on a appris à être forte en fait, à être forte ou fort, à gérer, à s'adapter, à encaisser. Alors là, ça, pour encaisser, on sait faire. On doit être les numéros 1 pour encaisser. À ne pas déranger aussi. Ça aussi, on sait bien le faire. Disparaître, qu'on nous oublie, qu'on ne nous entende plus.
Alors on finit par croire qu'on devrait pouvoir tout faire malgré tout. Et quand on n'y arrive pas, eh ben on se juge. C'est l'être humain qui est comme ça. On s'en veut. On se parle durement. Ah, ça, pas de problème. Pour se parler durement, on sait y faire. On se demande si on exagère, si on est faible, si on manque de discipline. Mais il faut le redire avec force. Écouter son corps n'est pas un échec, bien au contraire. Reconnaître ses limites n'est pas une défaite, bien au contraire. S'arrêter quand c'est nécessaire n'est pas de la faiblesse. C'est une forme de lucidité, tout simplement. Et parfois, c'est une forme aussi de survie. Sixième partie, ce que la douleur change. La douleur chronique ne change pas seulement les capacités physiques, elle change la manière de penser. Elle change l'énergie mentale. Elle change la capacité de projection. Elle change la relation au futur. Quand on souffre depuis longtemps, on n'imagine pas les choses de la même manière. On pense en fonction de l'état du corps. On planifie avec prudence. On anticipe les conséquences. On apprend à mesurer ce qui semble simple pour d'autres. Et ouais, le corps devient à la fois un allié, mais malheureusement une contrainte aussi. On apprend à le connaître mieux que beaucoup de gens ne connaissent le leur, surtout ceux qui n'ont jamais connu la douleur. On apprend ses signaux, ses alertes, ses seuils, ses pièges, ses moments de répit. Et malgré cela, on ne contrôle rien du tout, pas du tout en fait. Et on ne peut pas tout contrôler, malheureusement. C'est peut-être ce qui est le plus difficile, l'imprévisibilité. Ah ça, l'imprévisibilité, c'est un mot qu'on connaît bien. Parce qu'on ne peut pas avoir une bonne journée, puis une mauvaise. On peut croire avoir trouvé un équilibre, puis une crise arrive. On peut organiser sa semaine, puis en fait tout devoir tout revoir. La douleur chronique oblige en fait à une forme d'humilité. Et c'est cette humilité est parfois très dure à accepter dans un monde qui valorise la vitesse, la performance et la disponibilité permanente. Vous me direz certainement pas le contraire, même ceux qui ne sont pas douloureux chroniques. Septième partie, être cru. Waouh, enfin! Pour beaucoup de personnes, le besoin le plus profond n'est pas seulement d'être soulagé, c'est d'être cru. Être cru, c'est énorme. Être cru, c'est ne plus avoir à se défendre. Être cru, c'est ne plus être soupçonné d'exagération. Être cru, c'est retrouver un peu de dignité. C'est sentir que sa parole a une valeur. Que son vécu, compte quoi. Que sa souffrance n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être réelle. Je crois que dans le handicap invisible, il y a quelque chose de fondamental. La reconnaissance. La reconnaissance par les proches, la reconnaissance par les professionnels, la reconnaissance par la société. Mais aussi, et là c'est important, la reconnaissance par soi-même. Parce qu'on peut finir par douter de son propre ressenti finalement, à force d'entendre qu'on devrait pouvoir faire autrement. On finit malheureusement parfois par se demander si on a vraiment le droit d'être fatigué, douloureuse, limitée. Et ce doute peut être violent, mais même très violent. Alors oui, parler de handicap invisible, c'est aussi redonner du poids à ce qui ne se voit pas. C'est dire que l'invisible est réel. C'est dire que la douleur chronique est réelle. C'est dire que l'absence de traces visibles ne retire rien à la profondeur de l'épreuve. Huitième partie, ce qui aide. En fait, il n'y a pas de réponse unique. Il n'y a pas de solution magique. Mais il y a des choses qui aident. D'abord, des espaces où l'on peut parler sans être interrompu, sans être corrigé, sans être minimisé. Ensuite, des proches qui apprennent à écouter autrement. Alors ça, c'est hyper important.
Pas en fait pour tout résoudre, hein. Attention, on n'en est pas là. Simplement pour accueillir. Il y a aussi les adaptations du quotidien. Mieux répartir l'effort, prévoir des pauses, accepter l'imprévu, alléger ce qui peut l'être, donner de la valeur au repos, redéfinir la réussite à partir de la réalité du corps. Et puis, il y a le soutien. Le soutien médical quand il est juste, le soutien psychologique quand il est utile, le soutien associatif quand il permet de ne plus être seul, le soutien entre pairs, parfois si précieux parce qu'il repose sur une compréhension immédiate. Dans ces parcours, ce qui compte souvent le plus, ce n'est pas qu'on nous dise quoi faire, c'est qu'on nous croit, qu'on nous écoute et qu'on nous respecte, mais aussi qu'on nous entende. 9e partie, reprendre sa place. Et là, c'est la dernière partie. Vivre avec un handicap invisible est une douleur chronique, peut progressivement faire perdre sa place à une personne dans le regard des autres, et parfois malheureusement dans son propre regard. On devient celle qui ne peut pas trop, ou celui qui ne peut pas trop, celle ou celui qui annule, celle ou celui qui fatigue, celle ou celui qu'il faut ménager, on ne sait jamais. Et bien sûr, il y a de la vérité dans tout cela, mais il y a aussi un risque, être réduite à la douleur ou être réduit à la douleur. Or, une personne douloureuse n'est pas seulement une personne qui souffre, c'est une personne entière, avec sa propre personnalité, avec ses propres goûts, ses sensibilités, son intelligence, des élans, des envies, une histoire, une voix quoi. Reprendre sa place, c'est refuser d'être défini uniquement par ce qu'on endure. C'est dire oui, je vis avec la douleur, mais je sais plus que cela, je suis plus que cela. Oui, je suis limitée. Mais je suis aussi vivante, hein. Je rigole, je pleure, je fais tout, hein. Oui, j'ai besoin d'adaptation, mais j'ai aussi une valeur, une présence, une légitimité. Et ça, c'est essentiel. Conclusion. Alors, peut-on parler de l'handicap invisible sans parler de la douleur chronique? Pour moi, non. Parce que la douleur chronique est souvent l'un de ses visages les plus centraux. Parce qu'en fait, elle façonne le quotidien, parce qu'elle transforme le rapport au corps, au temps, aux autres et à soi. Parce qu'elle mérite d'être nommée, reconnue et entendue. Mais je veux terminer sur une idée importante. Parler de douleur chronique, ce n'est pas seulement parler de souffrance, c'est aussi parler de résistance, d'adaptation, de dignité, de courage discret, de stratégie de vie, de lien, de reconnaissance. Dans les chroniques de l'invisible, c'est cela que je veux porter. Une parole qui ne masque pas la réalité, mais qui lui donne une place. Une parole qui ne dramatise pas pour dramatiser, mais qui nomme pour libérer. Une parole qui dit enfin, ce que vous vivez existe. Et vous n'avez pas besoin de le prouver pour qui que ce soit. Merci d'avoir écouté cet épisode des Chroniques de l'Invisible. À très bientôt pour un prochain rendez-vous.